Bonjour, donc je suis Joanne Bouchu, chargée de communication à l'agence d'urbanisme. Je vais animer ce webinaire intitulé Comment faire cause commune pour repenser la résilience du système économique grenoblois. Et je vais donner la parole aux différents intervenants qui vont se succéder dans l'heure qui suit. Je vous informe que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible prochainement en replay sur le site sur le site de l'agence. Nous allons démarrer en fait par deux propos introductifs. Je vais donc donner la parole à Frédéric Pontoire, directeur de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, puis Hélène Clos, directrice stratégie, innovation et relations citoyennes à Grenoble-Alpes Métropole, prendra la suite. Frédéric, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci de votre présence surtout, et merci de pouvoir d'accorder de votre temps là pour qu'on puisse prendre une heure pour échanger notre sujet. Donc, je voulais juste prendre quelques secondes introductives pour vous présenter rapidement l'agence d'urbanisme et qui nous sommes. Donc, nous sommes un organisme d'ingénierie publique travaillant dans le champ de l'urbanisme, comme son nom l'indique, mais plus globalement dans le champ de l'aménagement des territoires. Et nous travaillons principalement pour le compte des collectivités territoriales iséroises, donc communes et intercommunalités, le département, mais aussi pour l'État, qui est membre de l'agence. Donc, à l'ordre du jour de cette séance, nous vous présentons aujourd'hui plutôt pour échange et débat les résultats d'un travail fait pendant la thèse CIFRE de Yatina depuis 2020, en partenariat avec l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes, sous la direction de Magali Talandier, en partenariat également avec la métropole Grenoble-Alpes Métropole et puis l'établissement public du SCOT de la grande région de Grenoble. Donc, pour rappel, une thèse CIFRE, les termes signifient Convention industrielle de formation par la recherche, c'est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et également par les autres participants, avec comme objectif d'accompagner l'emploi des doctorants. Donc, ce qui nous semblait intéressant de vous rappeler là, c'est pourquoi cette thèse CIFRE à l'agence et pourquoi nous ce souci d'ouvrir le débat avec vous, pour plusieurs motifs, principalement au nombre de trois. C'est que l'agence est ici dans son rôle d'intermédiaire entre, d'une part, la recherche, deux, l'expertise technique, ce qui constitue principalement notre activité, et puis trois, tout cela au service des enjeux territoriaux de l'ère grenobloise. Donc ici, il s'agit vraiment pour nous aujourd'hui de partager et de contribuer aux réflexions entre acteurs, principalement au service de l'action publique, tout en enrichissant avec vous, par les débats, chemin faisant, notre propre connaissance et notre expertise. On ne vous cache pas qu'il y a un deuxième grand motif à ouvrir ce débat, c'est aussi l'occasion pour nous de nous rapprocher d'un public avec lequel nous sommes assez peu en contact, c'est vous, c'est celui des entreprises en premier lieu. Et encore une fois, un grand merci à vous de nous avoir accordé de votre temps, que ce soit au moment de l'entretien que vous avez pu tenir avec Yatina ou encore aujourd'hui. Et puis, le principal motif, je vous cache pas, c'est celui-ci, c'est l'intérêt même au sujet de la thèse. Donc, l'étude de la résilience économique des systèmes territoriaux au prisme des enjeux environnementaux. Donc, les termes peuvent paraître un peu compliqués et abscons, mais n'en demeurent pas moins essentiels, hein. Car ça concentre l'ensemble des défis auxquels les territoires et les acteurs publics, privés, doivent faire face. Et donc, de fait, l'ensemble des travaux, le cadre des travaux dans lesquels nous travaillons, nous. Donc, tout simplement, nous sommes vraiment aujourd'hui contents de pouvoir vous accueillir, d'ouvrir encore le cercle des partenaires, que ça soit auprès de vous, représentants du monde éco, et puis un peu plus habituellement aux côtés des services et des techniciens que je remercie également de leur présence. Je passe la parole à toi, Hélène. Bonjour Hélène Clos, alors je vais parler au nom de la métropole pour ce début de webinaire pour dire pourquoi est-ce qu'on s'est engagé aux côtés de l'agence et de l'université pour cette thèse. Ça s'inscrit dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec les équipes de recherche du territoire et en particulier Magali Talandier qui
dirige cette thèse et ce partenariat, c'est dans un programme qui s'appelle POPSU, pour Plateforme d'observation des prospectives et stratégies urbaines. Donc, quelle est l'attente d'une collectivité sur l'observation et la prospective? C'est bien de mieux connaître son territoire, donc à la fois les grandes masses, les grands mouvements, mais aussi ceux qui sont moins visibles, ce qu'on peut appeler aussi les signaux faibles, les signes qui nous permettent de dire, tiens, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et donc, le travail avec la recherche nous permet de prendre le pouls du territoire et d'aller chercher des choses moins visibles, et puis d'être dans cette capacité d'anticipation. C'est la logique de prospective. Et ce qui nous intéressait particulièrement dans cette thèse, et avec son aspect centré sur la résilience, c'est qu'elle fait écho à tout un travail qu'on engage actuellement avec l'agence autour de la question des risques. Alors, à la fois leur perception, comment est-ce qu'ils sont repérés, connus, qui est-ce qui est lanceur d'alerte sur les risques, et sur la réponse qu'on leur apporte, leur gestion. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'accompagner des risques? Et ça fait bien écho à tout le travail POPSU qui avait été conduit pendant ces 3 dernières années avec Magali sur la capacité de résilience d'un territoire. Donc aujourd'hui, on parle résilience économique. Mais dans le cadre de POPSU, on avait aussi regardé la résilience géographique, face aux phénomènes géographiques qui sont très présents sur notre territoire, mais aussi la résilience sociale. Voilà, on est aussi très content d'être présent dans cette phase de mise en discussion et ce qui contribue aussi à notre animation du territoire sur ces questions, notamment dans le cadre du pacte économique local, dont Caroline Bouvard, notre DGA Développement Attractivité, reparlera en fin de webinaire. Merci Hélène. Nous vous proposons maintenant un temps rapide d'inclusion. Et je vais laisser la parole à Magali Talandier, professeure en urbanisme et aménagement du territoire à l'Université Grenoble-Alpes UGA Laboratoire Pacte, qui va à la fois vous parler de la problématique de la thèse de Yatina, puis vous présenter le sondage qu'on vous propose en inclusion. Merci beaucoup, merci Joanne pour l'introduction, merci à l'agence d'urbanisme pour l'organisation de ce webinaire, la confiance tout au long de ce cheminement à mes côtés pour encadrer la thèse de Yatina. Merci à Hélène et à la Métropole qui sont aussi partenaires de ce travail. Donc on est ravis évidemment d'avoir réussi un petit peu à réunir une partie en tout cas des personnes que Yatina a rencontrées pour sa thèse. Et donc, l'idée, c'est aujourd'hui, évidemment, de vous restituer une partie seulement des résultats. Il y a plusieurs volets dans la thèse. Celle sur laquelle aujourd'hui on se concentre, c'est le volet issu des entretiens et la partie qui est donc sur les risques. Donc, pour en effet lancer un peu la discussion ou vous mettre en jambes, on va dire, pour ce webinaire, on a prévu un petit sondage pour vous demander, 2 ans après, finalement, pour la plupart d'entre vous, ce rendez-vous que vous aviez eu avec Yatina, quels sont aujourd'hui les risques que vous percevez pour votre activité. Donc, quels sont aujourd'hui les risques que vous percevez pour votre activité économique si vous êtes entrepreneur, les risques que vous percevez pour le développement économique si vous êtes du côté des EPCI. Et donc, Joanne va lancer ça. Alors, juste avant, moi, je voulais quand même dire juste 2 petits mots sur pourquoi cette problématique de thèse est importante, reste importante, parce que quand on lance une thèse, il faut toujours aussi avoir en tête que le sujet que l'on choisit au moment où on cherche les financements, c'est-à-dire là, en 2019, devra être encore évidemment d'actualité quand la thèse sera soutenue, on espère, en 2024. Donc, alors évidemment, en prenant le thème de la résilience et des crises environnementales, on n'avait pas malheureusement trop de risques de se tromper sur le fait que ça serait encore d'actualité, mais ce qu'on n'avait évidemment pas anticipé, c'était le Covid, puisque la problématique a été posée avant même que le Covid existe. Donc toute la notion de résilience a pris encore plus de poids au fur et à mesure que cette thèse et le programme de recherche dans lequel elle s'inclut avançaient. Et puis, ce que l'on avait aussi, alors, on l'avait vu venir, mais on ne savait pas que ça prendrait cette place-là aujourd'hui, c'est la question de la réindustrialisation, de cette reprise en main de la souveraineté économique de l'Europe, de la France, dans lequel les territoires sont mis en première ligne pour justement être évidemment les porteurs de cette réindustrialisation. Et l'on voit aujourd'hui
toutes les questions que ça pose face en effet aux crises environnementales, mais aussi face à l'acceptabilité sociale de ce retour quelque part de l'industrie, ou en tout cas de cette reprise en main par les nations de cette problématique. Et donc voilà, donc cette thèse n'est que évidemment un pas dans ces questions, et on n'a pas fini d'en parler, et on n'a pas fini de travailler sur ce sujet avec vous, et on espère voilà, que ces premiers échanges susciteront de l'intérêt pour la suite du travail et pour la suite des événements que l'on pourra organiser autour de ces questions-là. Alors, je pense qu'on peut lancer le petit sondage d'inclusion pour qu'on soit vraiment après dans l'échange qui suivra la présentation de Yatina. Donc, Yatina, lors de ses entretiens, elle vous a évidemment posé des questions, vous lui avez fait part de vos inquiétudes et des risques que vous perceviez comme plus ou moins importants pour votre activité ou pour votre territoire. Et donc, il n'y avait pas évidemment que 7 réponses, mais là, il y en a beaucoup plus. Vous allez voir la présentation de Yatina, mais on a essayé pour aujourd'hui de rassembler en tout cas vos réponses dans ces 7 propositions. Donc, on vous demande voilà, d'y répondre, et Joanne précisera les modalités. Mais donc, quel est le risque principal et non maîtrisé? Donc, vraiment, ce qui vous semble le plus préoccupant, le plus menaçant pour votre activité en tant qu'entreprise, ou pour le développement économique de votre territoire en tant qu'intercommunalité, parmi donc ces 7 propositions. Alors la première donc tient à la pénurie et aux difficultés d'accès aux matières premières et aux biens matériels. Je ne commente pas, je commenterai après. La deuxième, donc pénurie ou difficulté d'accès aux ressources énergétiques. Pénurie ou difficulté d'accès, ça peut être aussi en termes de ressources en eau. Quatrième point, tension sur les ressources humaines, formation, compétences, manque de ressources humaines, le coût de la ressource humaine, la désaffection de la ressource humaine vis-à-vis voilà, du travail. Cinquième point, dégradation du fonctionnement ou de l'image du territoire, donc tout ce qui a trait à l'accessibilité, la mobilité, la pollution, l'insécurité, tout ce qui participe voilà, de l'image du territoire dans lequel est votre entreprise. Sixièmement, pénurie de ressources foncières. Donc, manque de terrain, manque d'espace pour s'implanter, s'agrandir ou poursuivre votre activité. Septième point, les réglementations techniques et environnementales, voilà, quelle que soit l'instance qui les génère. Merci. Je passe aux modalités techniques. Donc, je vais vous envoyer le sondage. Vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher au milieu de votre écran. Vous allez retrouver cette question et les 7 risques. On vous propose de répondre en cochant 1 ou 2 risques. Voilà. Donc, vous allez pouvoir cocher 1 ou 2 risques, cliquer sur le bouton Envoyer et après, je vous invite à ne pas fermer la fenêtre. C'est parti. Voilà, donc 2 max. Voilà, ça doit s'afficher. Moi, ça s'affiche chez moi. Donc, on a une petite fenêtre dans la conversation, c'est ça? Le volet conversation qui s'affiche. Ou au centre de l'écran. Ok, c'est conversation. Très bien. Et vous pouvez cocher 1 ou 2 cases, puis cliquer sur Envoyer. Alors, il y a un item autre ou c'est des gens qui n'ont pas voté, Joanne? Logiquement, il n'y avait pas d'item autre qui était proposé, donc ça me questionne effectivement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore 14 personnes qui n'ont pas voté? Sachant que, par exemple, voilà, nous, les personnes impliquées dans la thèse, on ne vote pas. Donc, est-ce que c'est ça ou Oui. Non, peut-être pas. Ça, c'est un chiffre qui augmente, donc ça ne doit pas être ça. Ok, on est stabilisé, je pense, à peu près. Est-ce que tout le monde a eu le temps de voter? Dites-nous. Levez la main si vous n'avez pas eu le temps encore de voter, qu'on vous laisse 1 ou 2 minutes.
Sachant que je vous le rappelle, donc les résultats vont ensuite s'afficher soit sur la fenêtre au centre de votre écran, soit dans l'onglet Conversation sous forme de pourcentage. Vous avez accès à l'ensemble des votes. Ça semble stabilisé. OK. Alors, moi, de ce que je vois, donc il y a ce mystère autre qui est la modalité pour laquelle on a le plus de réponses. Donc, à voir, Joanne, en effet, si c'est un vrai autre ou le fait que peut-être vous ayez choisi qu'une réponse et vous pouviez en choisir deux, je ne sais pas trop. Si tant est que ce soit un vrai autre, c'est-à-dire qu'aucune de ces 7 propositions n'est en réalité celle qui vous semble la plus menaçante à l'heure actuelle, ben, c'est très bien. On pourra justement aussi en discuter après la présentation de Yatina. On prévoit un temps long d'échange pour que vous nous disiez un petit peu voilà, ce qui manquait finalement dans ces 7 items. Pour ce qui est ensuite donc, des réponses sur les 7 propositions, alors on peut commencer par celle qui en a le plus, c'est la pénurie de ressources foncières. Donc Yatina va y revenir longuement parce que c'est en effet un risque qui est notamment extrêmement perçu et au cœur de l'actualité des développeurs économiques des EPCI. C'est quelque chose, en tout cas, dans les entretiens qui étaient moins ressortis du côté des entreprises, mais là, peut-être que justement, les choses ont bougé. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a évidemment la ZAN, hein, le zéro artificialisation net, qui a pris aussi beaucoup plus de place dans les échanges qu'il y a 2 ans. Donc, ce risque-là est perçu et continue d'être hyper perçu. Et après, on a des choses un petit peu qui s'équilibrent avec quand même, deuxième sujet, tension sur les ressources humaines. Là aussi, aujourd'hui, on est sur des taux de chômage, un après-Covid où on sent que le rapport à l'emploi, le sens que l'on accorde, les valeurs que l'on accorde au métier font aussi changer la demande du côté des salariés, mais aussi tout simplement une tension parce qu'on sait aussi qu'on manque de certains profils, notamment des profils de techniciens de Bac+2, et puis qu'on est sur un territoire qui retrouve aussi une dynamique industrielle pour laquelle on va avoir de fortes tensions sur les RH. Donc ça, c'est des choses qu'on va en effet retrouver dans la présentation de Yatina, et de façon plus équilibrée, mais en dessous quand même des 2 premiers volets qui sont des volets, je dirais, de l'ordre vraiment de l'activité économique, le foncier, la formation, les ressources humaines, et arrivent après les questions liées peut-être à des enjeux environnementaux, voire géopolitiques, hein, sur l'accès aux matières, sur l'accès à l'énergie, sur l'accès à la ressource eau. Donc on voit que ça ressort, mais finalement pas en première place. Et puis dernière remarque, ce qui ne ressort pas du tout, en tout cas personne ne l'a choisi comme étant vraiment particulièrement préoccupant, c'est l'image du territoire. Ce qui est plutôt peut-être une bonne nouvelle pour le territoire, même si c'est des choses qui étaient ressorties dans vos entretiens, mais en effet, là, on vous en demande que 2. Donc, ça ne fait pas partie des risques majeurs que vous percevez pour votre activité. Voilà, c'était une petite introduction. Comme ça aussi, c'est des sujets sur lesquels on pourra revenir dans le temps de la discussion. Et maintenant, place à la présentation de la télé. Merci Magali. Donc effectivement, nous allons maintenant passer à la séquence de présentation des résultats partiels des enquêtes qui ont été menées auprès de vous, entreprises et collectivités par Yatina Calixte. On s'est focalisé sur 3 points. On va vous parler des risques que vous avez perçus pour le système économique grenoblois au moment de l'entretien. On va vous parler des actions que vous mettez en place et également de vos attentes. Yatina, est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà le sujet de votre thèse? Alors, je vais le rappeler très brièvement vu l'introduction qui a été faite. Donc, ma thèse porte sur la résilience des systèmes économiques territoriaux et plus particulièrement sur le cas de la région grenobloise face aux crises présentes et à venir, notamment environnementales et climatiques. Par le terme résilience, moi j'entends ici la capacité du territoire à résister, à s'adapter ou à se transformer face à ces perturbations. Très bien, passons maintenant aux enquêtes. Auprès de qui et quand ont-elles été menées et dans quel objectif? Donc moi, j'ai constitué un panel d'une cinquantaine d'entreprises structurantes pour le territoire grenoblois en fonction de 6 critères. Donc il y avait la taille, l'innovation technologique, l'ouverture à l'international,
l'ancrage territorial, la solidarité et l'utilité sociale, ainsi que les risques industriels et la gestion de l'environnement. Et en fait, ensuite, ce panel, je l'ai complété, enfin, il a été complété et validé par les directions économie des 11 intercommunalités de la région grenobloise, que j'ai d'abord rencontrées pour échanger sur les risques et opportunités repérés pour le système économique de leur territoire, et puis sur leur préparation aux enjeux à venir, notamment environnementaux, et leur offre de services aux entreprises. Et ensuite, j'ai mené des entretiens semi-directifs auprès de 44 entreprises de la région grenobloise entre octobre 2021 et mai 2022. Là, mon objectif était de comprendre le lien des entreprises à leur territoire, les ressources matérielles, énergétiques, humaines qu'elles importent et exportent, les risques qui pourraient mettre en péril leur activité, comment elles se préparent aux enjeux environnementaux et sociaux à venir, et enfin d'identifier en fait les aides publiques qui pourraient leur être apportées pour y faire face. Qu'avez-vous recherché à travers l'analyse des entretiens? Ben, j'ai choisi de mettre en regard la perception des risques et les actions face aux risques par les intercommunalités et par les entreprises. J'ai pris comme hypothèse qu'il peut y avoir deux principales conditions pour qu'un territoire soit résilient face aux chocs à venir. La première serait qu'il y ait sur le territoire une perception partagée des risques par les différents acteurs. Et la seconde, que des actions peuvent être mises en œuvre de façon coordonnée pour faire face à ces risques. Et en fait, l'analyse des entretiens, elle s'est donc intéressée aux points de convergence et de divergence qui sont ressortis des entretiens, tant sur la perception des risques que sur les actions actuellement menées par les uns et les autres. Très bien. Je vais rebondir du coup sur cette question des points de divergence et de convergence pour vous faire un rapide point méthodologique avant de passer à la présentation des résultats. Sur ce graphique que je viens d'afficher, vous pouvez observer la vingtaine de risques qui ont été identifiés pendant les entretiens. Ils peuvent se répartir en 5 familles. A, compétitivité économique. B, ressources humaines. C, approvisionnement et accès aux ressources. D, catastrophes naturelles et humaines. Et E, enjeux sociaux, environnementaux et réglementaires. Vous voyez sur l'axe des abscisses la perception des risques par les entreprises. Donc plus un risque est cité, plus il va se placer vers la droite du graphique. A contrario, sur l'axe des ordonnées, on a la perception des risques par les intercommunalités. Donc plus ce risque va être cité par les intercommunalités, plus il sera placé vers le haut du graphique. Pour vous illustrer la question des points de convergence, si vous voyez les deux risques qui sont situés en haut à droite du graphique, on est sur deux risques sur lesquels la perception des entreprises et des intercommunalités converge et ils sont fortement préoccupants pour ces deux acteurs. Donc on a le risque C3, pénurie ou difficulté d'accès aux ressources naturelles, et le risque B1, tension sur les ressources humaines. Ça, c'était un exemple de convergence. Maintenant, un exemple de divergence. On peut regarder du coup E4 en bas à droite du graphique, réglementation technique et environnementale, qui là est un risque fortement perçu par les entreprises et visiblement peu perçu par les intercommunalités. À l'inverse, on a C1 tout en haut à gauche du graphique, pénurie de ressources foncières, qui lui est un risque fortement perçu par les intercommunalités, mais peu cité par les entreprises. C'était une illustration. On pourra y revenir aussi ensuite dans le cadre des échanges. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va donc passer à la perception des risques et on commence par les points de convergence. Qu'avez-vous retenu, Yatina, comme point de convergence? Alors, il y a deux risques qui ressortent comme peu perçus tant par les intercommunalités que par les entreprises au moment des entretiens. Le premier, c'est la pénurie ou les difficultés d'accès aux ressources énergétiques. En fait, la pénurie de ressources énergétiques, c'est un risque qui est peu cité dans les entretiens. Cela peut paraître étonnant, notamment au vu des résultats du sondage d'inclusion, où on voyait quand même quelques votants sur ce risque-là. Mais c'est sans doute cohérent puisque la majorité des entretiens ont été menés avant le début de la guerre en Ukraine, donc dont on connaît les conséquences. Et le deuxième risque, c'est les pénuries de ressources en eau et de neige. Elles sont directement liées au changement climatique et elles représentent pourtant également un risque qui a été peu évoqué dans les entretiens, contrairement là aussi aux résultats du sondage. Et en ce qui concerne l'eau, je l'explique par le fait que la majorité des entretiens ont eu lieu avant les canicules de l'été 2022.
Les entreprises et les intercommunalités qui ont relevé le risque de pénurie d'eau sont surtout celles qui dépendent d'une forte consommation d'eau, par exemple dans la microélectronique et l'hydroélectricité. Le risque de pénurie de neige a été relevé par celles pour qui la neige est nécessaire à leurs activités liées au tourisme hivernal en montagne. Et en revanche, il y a deux risques qui sont bien perçus par les intercommunalités et les entreprises au moment des entretiens. Le premier, c'est la pénurie ou les difficultés d'accès aux matières premières et aux biens matériels. La pénurie de ressources matérielles, donc, est un risque cité par une majorité d'entre vous, à la fois par presque toutes les intercommunalités, à l'exception de celles qui ont une activité agricole et ou touristique importante. La perception de ce risque, elle porte surtout sur les secteurs importateurs du territoire, comme la microélectronique, le bois ou d'autres industries comme la plasturgie. Et puis, elle a aussi été, citée par, beaucoup d'entreprises, également, effectivement, surtout celles du secteur de la microélectronique. Elles font référence à la crise des semi-conducteurs et à la forte dépendance à l'Asie qu'elles perçoivent comme une menace, très forte. Et ensuite, deuxième risque, c'est la tension sur les ressources humaines. C'est un risque qui est cité par tous, d'abord par beaucoup d'intercommunalités et puis par beaucoup d'entreprises, surtout celles de l'agroalimentaire, l'informatique numérique, la construction et la microélectronique. Alors, nous avons choisi de rentrer plus en détail justement sur ce risque de tension sur les ressources humaines. Quels sont selon vous les principaux facteurs de protection? Sachant qu'un facteur de protection est ce qui permet de réduire les incidences négatives d'un risque. Alors, il y a deux facteurs de protection principaux qui me semblent contrebalancer ce risque. Le premier, c'est que près de la moitié des entreprises ont évoqué l'avantage de faire partie d'un territoire doté d'un bon écosystème de formation et d'une disponibilité locale de main-d'œuvre. Et le deuxième, c'est que près de la moitié des entreprises ont aussi évoqué la plutôt bonne attractivité et le bon cadre de vie du territoire, donc perçu comme plutôt positif. Et à l'inverse, quels sont les principaux facteurs de risque évoqués lors des entretiens pouvant aggraver la tension sur les ressources humaines? Alors, il ressort trois facteurs de risque principaux sur lesquels il me semble que l'on doit s'interroger. D'abord, il y a plusieurs entreprises qui ont relevé qu'il y a une concurrence locale sur les talents, donc les ingénieurs, chercheurs, opérateurs, techniciens, qui est accentuée par une forte croissance de la demande industrielle. Ensuite, plusieurs entreprises ont relevé que le problème vient d'une mauvaise attractivité de certains métiers ou de certaines entreprises. Les métiers de l'industrie et de la construction souffrent d'une mauvaise image, par exemple, ce qui rejoint le problème des rémunérations insuffisantes également soulevé. Et puis les multinationales ou les grands groupes, ainsi que les entreprises polluantes aussi, souffrent de cette mauvaise image, ce qui rejoint aussi l'évolution du ressenti des salariés vis-à-vis du travail et la crise des vocations soulignée par ailleurs. Et surtout a été relevée la mauvaise accessibilité du territoire. Elle constitue une fragilité très prégnante car on constate que plus de la moitié des entreprises l'ont cité. Et là, ce qui m'a été dit par les entreprises, c'est que la mauvaise accessibilité du territoire, elle les impacte à trois titres. D'abord, c'est sur la mobilité au sein du territoire. Donc, pour les entreprises plutôt localisées dans l'espace urbain grenoblois, il est surtout relevé des problèmes d'embouteillage dans Grenoble et à l'entrée de Grenoble, en raison notamment d'un déficit d'intermodalité. Et pour les entreprises situées dans les espaces plutôt périurbains et ruraux, il est surtout relevé un manque de transport en commun et de pistes cyclables. Ensuite, sur l'attractivité du territoire, avec l'absence d'aéroport international à proximité et d'une mauvaise desserte TGV. Et enfin, sur l'approvisionnement en ressources matérielles, avec l'absence de grands nœuds logistiques, en particulier si l'on compare à Lyon ou à des territoires portuaires, par exemple, ainsi qu'à une mauvaise desserte de certaines plateformes logistiques. Pour terminer cette partie sur les points de convergence, quel regard, au vu des entretiens analysés, portez-vous sur la façon dont les acteurs économiques prennent en compte la question écologique? Alors, dans les entretiens, que ce soit par les acteurs économiques ou institutionnels, j'ai pu constater que la priorité en termes de risque de non prise en compte de la question écologique, elle portait surtout sur les questions de réputation ou encore de rentabilité et de pérennité économique. Donc là, il me semble que la portée des risques de nature écologique et climatique est peut-être un peu sous-évaluée, mais je garde cette question pour nos échanges et à garder en tête aussi pour aborder la notion de résilience. Merci. Nous allons passer maintenant au décalage de perception entre les intercommunalités et les entreprises. Quelles sont les divergences majeures que vous avez constatées? Alors,
J'identifie 3 risques qui préoccupent fortement les intercommunalités, mais pas les entreprises ou peu les entreprises. Le 1er, c'est la pénurie de ressources foncières. Donc la pénurie de ressources foncières, c'est un risque qui semble très peu perçu par les entreprises, mais perçu par absolument toutes les intercommunalités. Elles en constatent 3 contre-coups. Déjà, cette pénurie de foncier, elle peut impacter la capacité à maintenir et développer l'économie endogène, c'est-à-dire les entreprises locales qui veulent s'étendre ou se relocaliser. Elle peut aussi avoir un impact sur la capacité à attirer et répondre aux besoins de l'exogène, c'est-à-dire des entreprises qui veulent venir s'installer sur le territoire. Et dans le contexte du ZAN, zéro artificialisation nette, il y a une concurrence exacerbée entre les différents usages du foncier, notamment pour la production alimentaire, pour le logement, pour l'économie et l'indépendance industrielle. Ensuite, le deuxième risque, c'est la fermeture ou délocalisation d'établissements. La fermeture ou délocalisation d'établissements, c'est un risque pressenti par la moitié des intercommunalités. Dans les entretiens, elles font allusion à la dépendance de beaucoup d'industriels à des sièges sociaux extérieurs au territoire, à une forte dépendance du territoire à une filière ou une forte dépendance d'entreprises à un client ou un secteur. Elles évoquent aussi un coût du travail plus cher et des normes environnementales plus sévères en Europe. Mais à l'inverse, ce risque est très peu perçu par les entreprises. C'est même l'un des seuls risques où un nombre important d'entreprises ont cité beaucoup de facteurs de protection. Beaucoup d'entre elles ont affirmé qu'elles n'avaient aucune intention de fermer ni de se délocaliser. À l'inverse, certaines prévoient de faire de la croissance interne au sein du territoire. Et puis, elles sont plus de la moitié à avoir soulevé l'avantage de se trouver dans une technopole internationale. C'est le fameux écosystème industrie, recherche, université. Et enfin, le troisième risque que je vois, c'est le manque de moyens financiers et techniques. Les développeurs économiques juste qui n'ont pas assez de moyens financiers et techniques, notamment pour accompagner correctement les entreprises, et en particulier pour les aider à trouver du foncier. Et maintenant, si on passe du côté des entreprises, Et ben, du côté des entreprises, il y a un double risque qui est perçu principalement par elles. Donc les réglementations, qui sont bien sûr acceptées par les entreprises, hein, mais elles peuvent se révéler, contraignantes dans leur mise en œuvre. On pourrait même les distinguer en 2 risques. En fait, il y a les réglementations techniques et environnementales qui sont spécifiques à certains secteurs d'activité. Plusieurs entreprises, notamment de silicium microélectronique, font référence aux normes industrielles de prévention des risques pour les zones environnantes, donc pour la qualité de l'air et l'eau rejetée, les nuisances sonores et cetera. Et puis il y a la ZFE, la zone à faible émission, qu'un certain nombre d'entreprises voient comme impactant directement leurs activités car elles craignent d'être dans l'impossibilité d'adapter leurs véhicules à temps. Elles sont surtout dans le domaine de la construction et elles évoquent l'indisponibilité de solutions technologiques pour les véhicules lourds, comme les véhicules de chantier par exemple, en tout cas à court terme. Elles jugent donc trop court le délai d'application et elles évoquent le manque de visibilité sur l'avenir et la production renouvelable d'électricité et de batteries si on passe aux véhicules électriques. merci. Après cette lecture de la perception des risques, on va passer à la question des actions mises en œuvre. Et la question est, est-ce que les actions des intercommunalités répondent aux attentes des entreprises? Alors déjà, moi je note, 2 risques importants pour les entreprises face auxquels les intercommunalités mettent en place des actions, ce qu'on pourrait appeler la maîtrise du risque. Donc déjà, la tension sur les ressources humaines, les entreprises, elles ont beaucoup d'attentes par rapport à ce problème de main-d'œuvre et les collectivités locales, elles tentent d'y répondre directement en développant la formation, l'aide à l'emploi et cetera. Et ensuite sur la dégradation du fonctionnement ou de l'image du territoire, les entreprises ont beaucoup d'attentes aussi sur cette accessibilité ou attractivité en termes de mobilité, sécurité, pollution, etc. Et la réponse à ces besoins, elle ne dépend pas directement des directions économie, mais d'autres directions de l'intercommunalité qui fournissent une large offre de services à travers leur politique publique. Elles développent les capacités d'accueil avec des logements, des écoles, des équipements de loisirs, etc. Et puis les capacités de mobilité, et elles mettent en évidence les atouts du territoire pour le faire connaître et le distinguer. Et on peut penser par exemple à la promotion du territoire assurée par Invest in Grenoble-Alpes. Y a-t-il des risques sur lesquels ni les intercommunalités ni les entreprises ne peuvent agir? Alors, je vois un double risque, important pour les entreprises sur lesquelles les intercommunalités ne sont pas en mesure d'agir et donc ce qu'on pourrait appeler une zone critique, c'est les réglementations techniques et environnementales et la ZFE. Les collectivités font en sorte d'accompagner les entreprises pour qu'elles souffrent le moins possible de la réglementation, mais mis à part sur des périmètres ou des dérogations, elles ont très peu la main. Ce ne sont pas elles qui ont le pouvoir réglementaire, mais bien l'État et l'Europe. Elles peuvent toutefois intervenir auprès des parlementaires nationaux et européens
afin qu'ils imposent des réglementations équitables sur les délais et adaptées à chaque territoire. Et ensuite, j'identifie un risque important pour les intercommunalités sur lequel les entreprises ne sont pas en mesure d'agir, c'est le manque de moyens financiers et techniques. Ça fait déjà plusieurs années que l'État réduit les impôts locaux qui pèsent sur les entreprises pour restaurer leur compétitivité, mais sans compenser ces baisses de fiscalité pour les collectivités locales. C'est une perte en moyens financiers, donc naturellement en outils pour aménager et équiper le territoire. Et donc cette alerte, elle pose la question de savoir comment obtenir une meilleure distribution des ressources fiscales entre la collectivité et l'État. Et enfin, selon vous, y a-t-il des risques sur lesquels il y aurait des leviers pour agir? Eh ben, déjà, il y aurait un risque perçu par les intercommunalités sur lesquels justement on aurait des leviers d'action possibles, c'est la pénurie de ressources foncières. Les entreprises, elles peuvent pas agir, bien sûr, directement sur l'ouverture ou la réglementation du foncier. Cela dit, c'est tout l'enjeu de la loi climat et résilience et de l'objectif zéro artificialisation nette, d'économiser et de densifier le foncier, par exemple en montant les entreprises sur des étages plutôt qu'en les installant les unes à côté des autres. Donc un levier serait donc que la question foncière devienne un objet commun. Merci Yatina pour ces premiers résultats. Nous allons pouvoir maintenant échanger. Je vous affiche 3 questions pour guider nos échanges, puisque vous êtes nombreux à participer à ce webinaire. Que retenez-vous? Voilà, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a pu vous étonner ou qu'est-ce qui vous questionne dans les résultats partiels qui vous ont été présentés? Pensez-vous que votre perception des risques et des priorités a évolué depuis l'entretien? Et comment mieux vous préparer à ces risques de façon plus coordonnée? C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, c'est l'idée aussi de cet échange, c'est de pouvoir faire remonter, soit aux acteurs économiques, soit aux acteurs institutionnels, soit aux acteurs universitaires présents aujourd'hui à travers ce webinaire, voilà, des attentes et des suggestions d'action à coordonner ensemble. Je vous propose pour animer ce temps d'échange, si vous souhaitez prendre la parole, de lever la main. Ça me permet de pouvoir vous donner la parole. Voilà, il faut oser démarrer, hein. Vous êtes, il y a de nombreux territoires qui sont présents. Ah, voilà. Et ben, du coup, je vais donner la parole à Caroline, Bouvard. Je vous laisserai vous présenter avant de faire part de votre réaction, de votre questionnement. Bonjour à tous, donc Caroline Bauer, je suis directrice générale adjointe de la métropole de Grenoble en charge de l'économie et de l'attractivité. Merci tout d'abord pour cette présentation très claire qui à la fois renforce un certain nombre de choses qu'on perçoit nous au quotidien du point de vue des collectivités, puis vient nous questionner sur d'autres choses et du coup sur les modalités d'action effectivement qu'on pourrait mettre en place. Je voulais juste rebondir sur la deuxième question, sur la question de l'évolution de la perception des risques et des priorités depuis les entretiens. Moi, j'ai le sentiment que même si, bien évidemment, il y a des facteurs externes qui accentuent les questionnements sur les questions, par exemple, d'énergie et d'eau que vous avez évoquées, globalement, on voit bien qu'il y a des sujets de fond qui perdurent dans le temps et qui ne vont pas évoluer sur des facteurs géopolitiques tels qu'on les a vus notamment depuis un an. Même si finalement on rajoute des nouveaux problèmes ou des nouveaux questionnements au fur et à mesure, des nouvelles problématiques, comme c'est le cas là depuis quelques mois sur la question notamment de l'eau, plus encore que de l'énergie, qui je pense est quelque chose sur lequel on est en train d'amortir la prise de conscience de la dépendance externe et on s'est rendu compte qu'on est capable aussi de la gérer, même si ça n'a pas été simple. Donc ce sera intéressant effectivement d'avoir peut-être un update de cette évolution des perceptions auprès des différentes personnes que vous avez interrogées. Mais il me semble qu'il y a quelques éléments fondamentaux que vous avez évoqués sur lesquels on a finalement peu d'impact du contexte externe ou en tout cas sur des durées beaucoup plus longues. Et je suis j'ai été très intéressée de voir que chacun naturellement voyait midi à sa porte. Je pense notamment à la question du
du foncier qui est très très prégnante chez les collectivités et beaucoup moins perçue par les entreprises, mais assez logiquement, puisque la plupart des profils d'entreprises qui ont été interrogés sont des entreprises déjà implantées, qui maîtrisaient déjà leur foncier et n'avaient pas nécessairement besoin de nouveaux développements. Et bien évidemment, la question de la disponibilité du foncier, elle se pose sur des acteurs qui vont avoir besoin de développement et n'ont pas encore nécessairement de maîtrise foncière. Donc, merci pour ces éléments d'abord de cadrage qui nous font prendre conscience de ces décalages. Nous, ça veut dire qu'on a de la pédagogie à faire sur la question foncière, plus encore auprès des entreprises, parce que c'est un sujet de très long terme et qui ne va que devenir plus contraignant et sur lequel on a besoin que ceux qui sont déjà en place se rendent compte et qui n'ont pas besoin d'un nouveau foncier immédiatement, se rendent compte de l'impact que ça a par contre pour tout le reste du développement, y compris pour les écosystèmes de PME ou de start-up qui sont leurs fournisseurs. Et puis intéressé du coup effectivement d'avoir, au-delà de ce qui va être échangé aujourd'hui, peut-être une petite mise à jour, notamment sur le sujet eau, effectivement, qui est celui qui émerge le plus, pour voir si les priorités évoluent sur des échéances aussi courtes qu'une période d'1 an. Je pense pas trop me tromper en disant que je suis pas sûre que ça a beaucoup changé, mais quand même, ce serait effectivement intéressant si vous pouvez faire cette mise à jour. Merci. Du coup, Madame Sophie, j'ai peur d'écorcher Oui. votre nom parce que Marie, vous aviez aussi levé la Oui, main. Donc, juste un instant. Donc, j'ai bien noté que vous aviez levé la main, mais je voulais voir si quelqu'un voulait réagir quand même sur la question du foncier au propos de Caroline Bouvard ou à la question de la pénurie de l'eau, qui me semblait être les deux sujets majeurs que vous aviez évoqués. Sinon, je vais vous donner la parole. Allez-y. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Donc, je suis Sophie Madelrieux, je travaille à l'INRAE, donc l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc, c'est juste pour peut-être apporter un éclairage complémentaire et répondre en partie à la question de l'eau, parce que nous, on a mené un travail un peu similaire, mais plus ciblé sur le système agricole et alimentaire, à l'échelle du périmètre du projet alimentaire interterritorial de la grande région grenobloise. Et on s'est aussi intéressé à ces questions de vulnérabilité des entreprises de la transformation. Et pour le coup, la question, et on a fait des enquêtes. Les enquêtes sont en cours et ont été faites récemment, et les questions de l'eau et de l'énergie ressortent fortement. Et donc, je pense que ça dépend aussi beaucoup du secteur d'activité, puisque pour ces entreprises de transformation qui dépendent là de l'agriculture, l'eau est cruciale. Et selon les processus de fabrication ou de transformation des entreprises, l'eau peut être aussi nécessaire dans ces processus-là. Donc voilà, sur la question, voilà, en tout cas sur ce que je pouvais juste rajouter sur la question de l'eau. Et sur l'énergie, voilà, de même depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est quand même, nous, ça a été dans les risques majeurs soulevés par les entreprises rencontrées. Merci. D'autres réactions? Je vous invite à lever la main. Allez-y. Voilà, merci. Donc, je vous laisse la parole. Yann Echinard, je vous laisse vous présenter. Oui, je suis Yann Echinard, je suis vice-président responsabilité sociétale et environnementale de l'Université Grenoble-Alpes. Et ma réaction sera très, très courte. C'est l'absence des politiques publiques sur la question de la résilience du territoire, ou la quasi-absence des politiques publiques. Donc, je voulais savoir si c'était une volonté méthodologique, ou si, parce que vous ne pouvez pas tout traiter, ou si c'est un oubli, parce qu'on peut partir de l'hypothèse que la résilience d'un territoire est aussi déterminée par la qualité, bonne, mauvaise, des politiques publiques qui sont conduites. Or, la situation d'un certain nombre de politiques publiques n'est pas forcément excellente à ce jour. On pourrait parler de la question de la santé, on pourrait parler de la question de la soutenabilité de certains services publics d'État, sous l'effet de la pression de l'évolution des prix des matières premières, de l'énergie, pardon. En ce qui concerne, par exemple, l'université,
qui ne détermine pas ses recettes, mais par contre, elle est sous les effets d'augmentation des prix de l'énergie. Voilà. Donc, c'est une question assez ouverte, mais je suis surpris par peut-être cet angle mort de votre étude, si je peux me permettre d'utiliser ce terme d'angle mort. Merci. Donc, je suppose que soit Yatina, soit Magali, vous allez pouvoir donner des éléments d'éclairage. Je peux commencer et Magali complétera. En fait, vraiment l'objectif de l'étude était vraiment de partir des entretiens et de partir de ce que me diraient les acteurs économiques, donc les entreprises et les intercommunalités. Après, moi, je ne fais que relever en fait ce qui m'a été dit et donc une sorte de diagnostic du territoire et justement, le fait qu'il y ait des points manquants, c'est aussi peut-être les biais du quali, le fait que, enfin d'une étude qualitative et puis il y a aussi, des entretiens essentiellement axés sur, la prise en compte des enjeux environnementaux. Donc en fait, je pense que ce qui ressort, c'est vraiment, enfin ce que moi je ressors, c'est vraiment ce qui m'a été dit et effectivement, si là on voit qu'il y a un point noir, si vous disiez, je sais plus, c'est que c'est quelque chose d'intéressant à regarder aussi parce que là, aujourd'hui, dans cette présentation, ce que j'ai montré, c'est essentiellement, les risques, très perçus, par les uns, par les autres ou par les 2. Et effectivement, il y a pas mal de choses enfin, Joanne le montrait au début, il y a une vingtaine de risques que j'avais identifiés, et on n'est pas passé sur la vingtaine aujourd'hui, mais en tout cas, dans l'angle du graphique en bas à gauche, il y avait plein de petits points, donc plein de risques en fait, qui étaient peu identifiés et qui pourtant pourraient être aussi très impactants. Et c'est là aussi qu'est la résilience, c'est pas seulement sur les risques qu'on perçoit, il y a aussi des risques qu'on perçoit peu, sur lesquels il faut aussi se rendre compte qu'il faut agir. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, en tout cas peut-être je laisse Magali compléter. Oui, je pense, merci Yann pour la question. Je pense qu'en effet, il y a deux éléments de réponse. Ce qu'a dit Yatina sur le fait que elle rend compte de ce qui lui a été dit, mais néanmoins, quand même, dans ce qui s'appelle réglementation, qui pour aujourd'hui, pour le webinaire, pour que ce soit aussi, voilà, qu'on tienne le temps, a été regroupé dans réglementation et ce qui ressort des entretiens, c'est les entreprises, voilà, seraient, alors c'est un peu caricatural, hein, les entreprises ne sont pas dans la complainte de il y a trop de réglementation, on est tout, c'est pas ça, mais derrière ce volet-là, il y a le côté politique publique, quoi, du coup. Parce que c'est réglementation, mais c'est outils mis en place, politique menée, qui là est présenté un peu comme des choses qui les empêchent finalement ou qui les contraint pour leur activité économique. Mais évidemment, on a pris ce fil, mais il y a d'autres choses dans les entretiens sur ce volet-là. Et l'autre chose aussi, qui n'a pas été mis aujourd'hui dans la discussion parce qu'il faut aussi qu'Yatina le creuse un peu, c'est ce qu'elle a appelé dans ses analyses le manque d'engagement écologique. C'est-à-dire que aussi ressort beaucoup dans les entretiens de façon assez transverse, interco comme entreprise, le fait que si on n'agit pas, si on continue à ne pas agir assez, c'est pas qu'on n'agit pas évidemment, mais qu'on ne prend pas la mesure de l'urgence, ça n'ira pas. Enfin, et le risque majeur, ça serait presque celui-ci, quoi. Mais voilà. Donc je pense qu'en effet, c'est une bonne remarque parce qu'il faut creuser aussi ces aspects-là qui sont, voilà, peut-être moins facile là pour animer un webinaire que de dire c'est l'eau, c'est les RH, c'est le foncier. Mais voilà, il y a des choses en effet qui émergent, qui sont de l'ordre plus de la complexité et du système sur les politiques que l'on ne met pas en œuvre, les attentes non entendues qu'il faut en effet creuser dans l'analyse, quoi. Et par contre, j'invite quand même pour la fin, voilà, des entrepreneurs à prendre la parole. Ce serait bien quand même de vous être au cœur, en tout cas, de cette thèse, quoi. Donc justement, il y a Monsieur Bruno Commer qui demande à prendre la parole. Je vous laisse vous présenter. Oui, merci. Bruno Commer, moi je suis de Trixel et j'ai eu
le plaisir d'avoir un entretien avec Yatina. Juste une petite remarque. Si l'objet de votre thèse est de dire comment faire cause commune, donc il me semble intéressant peut-être de focaliser ou peut-être d'approfondir maintenant les points sur lesquels les collectivités au sens territorial, au sens large, ont un pouvoir ou peuvent effectivement aider. Et je pense par exemple, il y a un des points qui est sorti qui est bon, pour nous un point majeur, qui est la disponibilité de ressources, de minéraux, l'épuisement des matières premières. Sur lequel je pense qu'au niveau local, malgré toute la bonne volonté que peuvent avoir les collectivités, il n'y a peut-être hélas pas beaucoup à faire. En revanche, sur le point, par exemple, des transports en commun et de la desserte des zones périphériques qui sont hors du centre-ville de Grenoble par les transports en commun, là, le point est apparu et c'est quelque chose sur lequel il y a quelque chose là qui ne dépend, je dirais, que des collectivités territoriales ou presque, ou également, et puis le point intermédiaire qui est apparu sur les ressources humaines, de favoriser. Alors bon, les filières de formation sont bonnes. Par contre, je pense qu'il y a énormément à faire encore, comme vous l'avez déjà signalé, sur l'attractivité des métiers de l'industrie. Tout ce qu'on peut faire alors je ne vais pas dire de propagande, mais parce que ça serait une mauvaise connotation, mais d'incitation, d'information, de communication dès le plus jeune âge, dans les collèges, dans les lycées, dans tous les endroits, pour inciter des jeunes à venir vers les métiers techniques et vers les métiers de l'industrie. Il y a une image très négative qui est encore très présente chez beaucoup de gens, où ils se croient qu'une usine, c'est encore comme c'était du temps de Germinal et d'Émile Zola. Ça a quand même beaucoup changé depuis. Il y a un déficit énorme de jeunes filles et donc de femmes derrière par la suite dans tous les métiers de l'industrie, alors que c'est des endroits où elles réussissent très très bien et où elles s'épanouissent, mais elles ont seulement un frein psychologique ou sociologique qui se présente très tôt, dès le collège ou peut-être même avant. Et là, ça c'est des points sur lesquels les collectivités territoriales, par des forums, des organisations, plein de choses, peuvent aider. Donc voilà, j'en ai pris juste 2 comme exemple, c'est probablement généralisable sur l'ensemble des sujets, mais je pense qu'il semblerait intéressant que maintenant vous puissiez focaliser sur les sujets où les collectivités ont un pouvoir d'action et d'aide, et les autres sur lesquels les entreprises, hélas, se débrouilleront tout seuls, et où il y a peut-être moins de pouvoir ou d'efficacité des politiques publiques. Merci, Monsieur Comer, pour votre regard. Est-ce qu'il y a d'autres entrepreneurs qui veulent faire écho à l'intervention qui vient de se dérouler, qui veulent compléter concernant leurs attentes? Sinon, la parole peut aller du côté des collectivités, des territoires, pour justement répondre à ces attentes. Très bien. Si, une personne, oui, Madame Bouvard. Moi, je peux reprendre la parole, mais je ne veux pas la monopoliser non plus. Mais on avait de toute façon évoqué sur la fin de ce webinaire la possibilité de parler d'un certain nombre d'initiatives qui viennent répondre à ce que M. Comer évoquait. Donc, je ne sais pas si c'est le bon moment pour le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire maintenant. Ça ira aussi très bien.
Je vous en prie. Très bien. Alors, je pense qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, hein, Monsieur Commerce. Dans les prochaines étapes, et c'est aussi ce que les collectivités essayent de faire au quotidien, c'est bien d'identifier là où on a des leviers qui vont nous permettre de faciliter, de résoudre certains des points de fragilité qu'on a évoqués. C'est exactement ce qui est au cœur d'un des dispositifs qu'on a mis en place avec les plus gros employeurs du territoire, qui est le pacte économique local, qui réunit aujourd'hui une trentaine des plus gros employeurs du territoire Grenoble-Alpes, donc à l'échelle Grésivaudan-Voironnais métropole. Et qui, par exemple, a permis de mettre en place un dispositif qui s'appelle Parcours Industrie, qui travaille à la sensibilisation des jeunes sur les métiers industriels et à la sensibilisation aussi des prescripteurs, donc notamment les conseillers de mission locale ou de maison de l'emploi, les prescripteurs devant aussi avoir un discours positif sur les métiers industriels, sinon derrière, ça finit de vous couper l'herbe sous le pied, si je peux le dire comme ça. Dans ce cadre-là, on a aussi tout un travail qui est mené sur les questions de mobilité. Alors, vous avez déjà des dispositifs à l'échelle du grand territoire grenoblois porté par le syndicat mixte des mobilités de l'agglomération grenobloise, avec le dispositif M-Pro d'une part pour accompagner les entreprises. Il y a bien sûr toujours une réflexion sur comment est-ce qu'on améliore les différentes dessertes. Après, les transports en commun ne sont pas nécessairement la réponse à toutes les problématiques, notamment quand on est effectivement sur des zones d'activité un peu isolées, parce que les transports en commun en réalité coûtent très cher, et à moins qu'on augmente très fortement votre versement mobilité, on n'a en fait pas nécessairement la capacité à aller au-delà de l'offre qui est déjà existante sur le territoire, qui est quand même extrêmement importante comparativement à d'autres territoires. Je vous invite à aller voir ailleurs, vous verrez qu'on est quand même très bien desservi aujourd'hui. Maintenant, il y a un gros sujet qu'un certain nombre des entreprises qui sont présentes aujourd'hui connaissent bien, qu'on essaye de porter, mais qui est un sujet de long terme, qui est le RER métropolitain, qui doit permettre d'améliorer ce sujet de l'accessibilité, à la fois vis-à-vis de Lyon et donc de Paris, et puis sur les dessertes locales. Et puis, toujours dans le cadre du pacte, on vient de mettre en place un nouveau groupe sur les questions de mobilité pour justement essayer d'aller voir quels sont les autres types de solutions qui peuvent être apportées sur des problématiques spécifiques, et notamment y compris des solutions simplement de coordination inter-entreprises, et non pas nécessairement de services publics type transport en commun, qui ne sont pas toujours adaptés, une fois encore, aux problématiques rencontrées. Et puis toujours dans cette même lignée, on a évoqué les sujets eau et énergie. Ce sont deux sujets aussi qui ont bien sûr émergé dans le cadre de ce groupe de travail, de ce réseau, pardon, et qui font l'objet de rencontres prochainement pour travailler avec les principaux employeurs du territoire. Maintenant, ça ne répond qu'à une partie de la question, parce qu'on ne s'adresse qu'aux gros dans ce cadre-là, mais l'objectif, c'est bien aussi de trouver des solutions et des méthodes de travail qui puissent ensuite ruisseler, si je peux le dire comme ça, vis-à-vis des autres entreprises, des plus petits, sur les problématiques et les risques qu'ils rencontrent, parce qu'effectivement, les risques sont encore plus forts pour les plus petits acteurs, et c'est là où, du côté des collectivités, on a aussi un rôle plus particulier à jouer. Voilà, ça vous apporte un éclairage, ça n'apporte pas la solution à tous les sujets, mais effectivement, je ne peux qu'abonder dans le sens de ce que vous évoquiez, Monsieur Commerce, sur le fait qu'on a besoin d'aller creuser encore plus les outils qui nous permettent de vraiment bien cibler là où on a des effets leviers côté collectivité vis-à-vis des entreprises. Donc, je vous remercie pour votre intervention, et je disais que du coup, on allait aborder maintenant le temps conclusif de ce webinaire. Et je vais laisser la parole à Benoît Parent, directeur de l'établissement public du SPOT de la grande région de Grenoble, pour un rapport d'étonnement. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette proposition. Je trouvais cet échange et les éléments qui ont été présentés extrêmement intéressants. Donc, je rappelle le SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui est piloté par un établissement public qui s'occupe sur la grande région grenobloise pour les 7 intercommunautés qui sont membres de prévoir l'aménagement du territoire et définir les règles à l'échelle de 20 ans. Donc aujourd'hui, on est plutôt à imaginer le territoire à 2050. Concernant les éléments qui ont été présentés, le premier point, et c'est juste ce qu'on vient de voir à travers l'échange, je trouve que c'est très important d'avoir ces scènes de dialogue entre collectivités et entreprises, entre acteurs publics et acteurs privés, qui partageons tous le même territoire, avec évidemment des stratégies différentes, des attentes différentes. On l'a vu dans les réponses concernant les réponses similaires, convergentes,
et celle que vous avez appelée divergente, on pourrait dire aussi peut-être complémentaire, comme Caroline Bouvard vient de le dire. C'est aussi le rôle de chaque collectivité à répondre sur un certain nombre de sujets. Je trouve que parmi les éléments côté avancés, on voit bien tout l'enjeu de dépasser aussi à la fois les périmètres géographiques. Les entreprises sont sur un territoire large de l'ensemble du sud de l'agglomération de département d'Isère, pardon, et que pour y répondre et pour mettre en place un certain nombre de politiques publiques pour répondre aux collectivités et aux besoins des entreprises, c'est intéressant de pouvoir construire des politiques à cette échelle-là. On a cité la mobilité, la formation, un sujet qui n'est pas ressorti, qui me semble aussi important et qui concerne fortement les entreprises directement, c'est l'accès à l'habitat, l'accès au logement, la localisation de ces logements et l'accessibilité de ces logements en termes de coûts, en termes de diversité d'offres. Et puis un dernier élément qui me semble particulièrement important sur cette approche interterritoriale, c'est toutes les logiques qui renvoient là pour les collectivités de solidarité fiscale qu'il pourrait y avoir entre les différents territoires. Enfin, on la voit bien à travers les éléments présentés, on est quand même, et Magali Talandier le rappelait, par rapport à un phénomène large et qui s'accélère peut-être sur un certain nombre de sujets, à ce qu'on appelle assez rapidement, mais la question des transitions, de changement de modèle. Le ZAN dans le foncier, le zéro artificialisation nette, en est un des éléments qui vont nous obliger à repenser différemment un certain nombre de pratiques de construction de politiques publiques concernant l'eau, le foncier, l'énergie. Il y a aussi un point qui n'avait pas beaucoup été évoqué, qui m'a un petit peu surpris dans le cadre de la présentation du tableau. C'était, je crois, la partie E4, le risque concernant les habitants, la perception citoyenne. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi à travailler ces éléments-là avec les habitants. On sait qu'il y a certains projets qui peuvent être contestés, avec des fois des caricatures qui peuvent être faites sur des projets de développement économique. Là, il y a sûrement un travail important qui peut être fait entre collectivités et entreprises pour bien comprendre les bien-fondés sur lesquels l'aménagement du territoire doit répondre et du coup à accepter aussi tout type d'activité sur notre territoire. Donc évidemment, je trouve un très beau processus avec cette thèse sur laquelle le PESCOT est mobilisé depuis le début et sur lequel on espère qu'il y aura évidemment des prolongements. Donc, merci Benoît Parent pour ce rapport d'étonnement qui sera la conclusion de ce webinaire. J'ai 2 informations à vous donner avant qu'on se quitte. Déjà, vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'était les premiers résultats des enquêtes menées par Yatina, que de prochains résultats seront accessibles et dès qu'ils seront finalisés, ils seront accessibles sur le site de l'agence d'urbanisme. Vous avez aussi les coordonnées de Yatina si vous souhaitez accéder à des éléments plus détaillés. Et enfin, nous avons beaucoup parlé risque, bien entendu, et on souhaitait vous transmettre une information sur le RAR. Donc le RAR, c'est le rapport annuel sur les risques et la résilience. C'est une démarche qui est menée aujourd'hui par l'Atelier des Futurs, qui est une plateforme partenariale prospective, et c'est une démarche qui s'inspire du Global Risk Report du Forum économique de Davos, auquel on souhaite vous associer et vous dire qu'il y aura une enquête en ligne qui sera adressée courant juin à différents publics de l'ère grenobloise et notamment les entreprises là, qui ont été sollicitées pour les entretiens qui ont été conduits par Yatina seront destinatrices de cette enquête en ligne qui s'intéresse effectivement à la perception des risques sur la région grenobloise et il y aura un forum en fin d'année qui est prévu pour partager les résultats avec les acteurs locaux. Je vous glisse d'ailleurs dans l'onglet Conversation le site dédié au RAR sur le site internet de l'agence. Voilà, je vais m'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Nous allons conclure ce webinaire. Vous remercier pour votre présence, vous étiez nombreux, et aussi pour le temps d'échange qui a suivi.